La suite du Grand Direct, et je reçois ce soir Alexandre Grimberg, qui est chercheur au centre pluridisciplinaire d'Herzliya en Israël, spécialiste de l'Iran et du monde arabe. Bonsoir Alexandre Grimberg. Alors on a une semaine importante parce qu'il y a d'une part cette tournée de John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui est en Égypte aujourd'hui, qui est en Arabie Saoudite, puis en Israël et dans les territoires palestiniens. Et puis il y a également le deuxième round des négociations sur le nucléaire prévu à Genève en fin de semaine, avec les Iraniens d'un côté et les Occidentaux de l'autre. On va démarrer d'ailleurs avec vous, Alexandre Grimberg, parce que vous êtes un grand spécialiste de l'Iran par ce dossier. C'est vrai qu'on est toujours très intrigué par ce qui est en train de se passer en Iran. Aujourd'hui, apparition, par exemple, du guide suprême, Ali Khamenei, qui avait disparu un petit peu des écrans depuis plusieurs jours. Il y avait des rumeurs qui couraient. Est-ce que pour vous, c'est étonnant qu'il ait disparu comme ça, qu'il arrive aujourd'hui? C'est quelqu'un d'âgé, donc c'était normal après tout? Oui, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un monsieur âgé. C'est normal qu'à cet âge-là, il peut avoir des problèmes de santé. Il est apparu, sauf et sans, et pendant son discours, il a retiré sa carte blanche à l'équipe de pourparlers iranien pour continuer les négociations avec l'Ouest et les États-Unis. Ouais, donc il soutient Rouhani dans son ouverture, entre guillemets, sur le nucléaire. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont sincères ? Et exactement, il préfère toujours, le leader suprême préfère toujours l'ambiguïté, c'est-à-dire d'un côté, il soutient Rouhani, il a dit pendant son discours qu'il ne faut pas considérer les membres de l'équipe iranienne comme comme maître de compromis, mais de l'autre côté, il a dit que, je le traduis, je ne suis pas optimiste, je n'ai pas de confiance en Américains. Ouais. Ça qu'il a dit, c'est donc s'il veut continuer les négociations afin de relever les sanctions, qui sont le fardeau très dur sur l'économie iranienne, mais de l'autre côté, il ne s'agit pas d'un compromis ou d'un rapprochement vraiment entre les deux États. Oui, parce qu'en même temps, l'Iran célèbre, commencé dès aujourd'hui, mais célèbre demain, le 34e anniversaire de la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran. Ça reste un événement très important pour le régime iranien. Et oui, sans doute, ça reste un événement clé de la révolution iranienne. C'est pourquoi, et il y a aussi un lien très intéressant avec l'actualité, parce que d'après le lexicon révolutionnaire iranien, on appelle l'ambassade américaine l'ONG associé, le nid des espions. Et maintenant, grâce à l'affaire Snowden. À l'affaire Snowden, exactement. Le leader a mentionné l'affaire dans son discours sans mentionner le nom propre de Snowden, mais il a dit que les étudiants iraniens ont montré au monde il y a 30 ans ce qu'on connaît aujourd'hui, même les amis des Américains, que les Américains sont les maîtres d'espionnage partout. Ouais, ça veut dire qu'à l'époque, en 1979, effectivement les étudiants iraniens étaient allés chercher des documents, des preuves d'espionnage américain, c'est ça? Oui, ils ont trouvé des documents d'essai qui n'étaient pas utiles pour eux finalement, mais qui aussi, c'est normal qu'il y a dans tous les pays, la résidence de l'ambassade sert aussi le deuxième secrétaire de n'importe quelle ambassade, de n'importe quel pays, il fait des fonctions pas seulement diplomatiques, disons. Ouais. Donc l'espionnage existe partout, ça vous nous existe confirmez? Partout, ça ne nous étonne pas. Alors, Alexandre Grimberg, est-ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui, avec ce discours, même s'il est très convenu, vous le disiez, de Khamenei, est-ce qu'il y a une évolution, selon vous, du régime iranien? Est-ce qu'on peut vraiment appeler cela de l'ouverture, ou est-ce qu'il faut être toujours très prudent avec eux? Il faut rester toujours prudent, mais il faut voir quand même un changement de ton. C'est-à-dire, le leader comprend qu'il faut déboucher sur quelque chose, sur une affaire, un accord. On ne sait pas lequel, on ne sait pas comment, mais quelque chose il faut avoir. Mais tout ça est limité, tout ce qu'on appelle le dialogue, à l'affaire nucléaire, c'est-à-dire il ne s'agit pas, ce que je viens de mentionner, il ne s'agit pas de rapprochement culturel ou amitié, mais aussi c'est une spéculation certes, mais selon ce qu'on peut voir dans toutes les médias iraniennes, que même les plus extrémistes, avec leurs réservations, ils n'osent pas résister complètement les cours de Rouhani. C'est une autre question, jusqu'à quel bout sont-ils prêts à aller? Est-ce qu'ils sont prêts, par exemple, de se mettre d'accord sur les visites surprises des inspecteurs de l'agence nucléaire? Oui, exactement.
parce qu'il faut savoir aussi les visites normales existent. Il Ouais. s'agit de visites surprises et dont on n'avertit pas les Iraniens à l'avance. Il s'agit de ça. S'ils se mettent d'accord et pour cela, alors c'est déjà en avancement. Ouais, il y aura donc cette deuxième session de négociation. Là, on va savoir vraiment si les Iraniens sont prêts à avancer parce que ça. On peut pas savoir, on peut pas être sûr qu'on va savoir. Et le grand danger qui existe maintenant pendant tous ces pourparlers, que le pourparler avec les Iraniens va devenir une sorte de processus, comme le processus de paix, c'est-à-dire chaque quelques mois, on décide de se rencontrer dans quelques mois. Il n'y aura pas forcément de résultat à chaque fois. Évidemment, et pas moins que les Iraniens, personne ne connaît vraiment les intentions américaines. Quel accord sera-t-il acceptable pour l'administration américaine? Donc les Israéliens, finalement, ont raison aujourd'hui de continuer à se méfier, à demander à ce que la pression soit maintenue. En tout cas, Israël ne peut rien faire. Israël doit... D'abord, je crois qu'Israël doit se taire, parler moins et descendre sous l'eau et suivre les événements. Ouais. Alors, vous êtes spécialiste, je le disais, du monde arabe, et c'est vrai que cette semaine, la tournée de John Kerry est importante, elle est symbolique. L'Égypte, tout d'abord, il y est aujourd'hui. Demain, les Égyptiens doivent juger l'ancien président. Est-ce que vous avez l'impression que la visite de Kerry, là, va suffire à restaurer le climat qui existait avec l'Égypte avant? Je m'en doute parce que évidemment, Kerry va essayer de calmer l'Arabie Saoudite et l'Égypte aussi, mais le dégât est déjà fait quand les États-Unis ont suspendu l'assistance militaire à l'Égypte et ils n'ont pas de confiance en junta militaire qui me dirige maintenant l'Égypte. C'est très doutable que Kerry sera capable de vraiment calmer les Égyptiens. Ouais. Mais alors demain, le procès de Morsi qui doit débuter théoriquement, ça aussi, qu'est-ce qu'on peut faire d'un ancien président qui a été élu quand même par le peuple? Là, les militaires égyptiens vont devoir faire très attention quand même, non? Je crois que les militaires égyptiens, d'abord, ils n'ont pas beaucoup de soucis concernant la démocratie. Et surtout, ils ont maintenant, pour le moment, il faut souligner, pour le moment, ils ont le soutien populaire qui en a ras-le-bol du gouvernement islamiste des frères musulmans. Mais évidemment, cela ne veut pas dire que le nouveau régime militaire est démocratique ou attentif aux droits de l'homme. Ouais. Alors le fait que Kerry vienne quand même essayer peut-être de rassurer un peu le pouvoir égyptien, c'est pour éviter quoi, que l'Égypte se tourne vers la Russie, comme on l'a imaginé à un moment? Peut-être, mais c'est aussi les manœuvres russes dans la région, dans cette région, sont plutôt des manœuvres diplomatiques vraiment une tournure ou quelque chose de ce genre, simplement parce que la Russie, pour le moment, n'est pas capable de substituer les États-Unis à tous les niveaux, au niveau diplomatique, scientifique, financier, et la Russie n'est pas capable de financer l'Égypte. Et il ne faut pas oublier que l'armée égyptienne, depuis les derniers 30 ans, est munie de l'équipement américain. Ouais. La Russie ne peut pas commencer à vendre les chars et les avions aux Égyptiens sans avoir besoin de les renseigner à nouveau d'utiliser cet équipement militaire. Ouais. C'est aussi un point à retenir. Alors, on parle également donc de l'Arabie Saoudite, parce que ça, c'est aussi une étape très attendue de la tournée de John Kerry. D'abord, d'où vient le problème entre les Américains et les Saoudiens? Parce qu'à une époque, évidemment, c'était deux pays qui étaient très proches. Maintenant, il y a une abîme entre l'Arabie Saoudite et l'Amérique à cause de la politique américaine en Iran et en Syrie. En Syrie, parce que l'Amérique refuse de s'engager militairement en Syrie, et concernant l'Iran, Saoudi craint que tout rapprochement avec l'Iran sera au crochet des intérêts saoudiens. On peut discuter si c'est vrai ou non, mais c'est sans aucun doute la perception saoudienne. Et les États prennent des décisions selon la perception, pas forcément... parce qu'il n'y a pas de risque quand même qu'un jour l'Iran s'attaque au Qatar ou l'Arabie Saoudite? Ou est-ce que ça, à votre avis, c'est quelque chose qu'on peut envisager? C'est quelque chose, et il s'agit plutôt des subversions iraniennes, pas d'une attaque militaire directe, mais il s'agit d'une subversion. Évidemment, ça peut se développer autrement
Deux, que l'Iran possède des armes nucléaires. Ouais. Par exemple, il peut faire, faire du chantage à l'Arabie Saoudite par rapport au prix du pétrole, ou quelque chose comme ça. On réfléchit toujours à une attaque militaire, mais c'est pas, on peut faire beaucoup de choses sans ces ressorts à la force brute. Ouais. Alors justement, brut, ça fait penser au pétrole. À une époque, l'Arabie Saoudite pesait beaucoup sur la scène internationale parce que le pétrole était son arme favorite. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le pétrole a moins de pouvoir ? Aujourd'hui, le pétrole a sans doute moins de pouvoir à cause du gaz de schiste, pétrole de schiste, pétrole américain. Donc, l'Amérique est de moins en moins dépendante du pétrole du Golfe. Et c'est là qui peut-être dirige la politique américaine parce que finalement, ils ont ces calculs économiques que quoi que ce soit, les Saoudiens peuvent continuer à être en colère. Ils n'ont aucun levier de pression réelle sur les États-Unis, c'est qu'ils avaient il y a 10 ans. Ouais. Donc maintenant, c'est impossible. Ouais. Et aussi, à cause du pétrole qui est en dehors du Golfe, les pays d'OPEC ne peuvent pas augmenter les prix. C'est-à-dire, ils peuvent administrativement, mais ça ne leur servira à rien. Ouais. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite vous semble plutôt affaiblie ? Plutôt affaiblis à cause de pertes de levier de pétrole et ils craignent que l'Amérique va les abandonner aux Iraniens. Ouais, d'où donc les tensions que John Kerry va essayer d'apaiser. Alors, autre point chaud évidemment dans cette région, c'est la Syrie. On sait que là aussi on essaie de mettre en place une conférence pour la paix qui doit avoir lieu à Genève fin novembre, mais on voit bien que les Syriens posent des conditions, le régime. Est-ce qu'à votre avis, l'opposition n'a pas l'air non plus très unie? Est-ce qu'on va avoir une conférence pour la paix pour la Syrie là? Peut-être, je ne peux pas spéculer, peut-être on va avoir une conférence, mais sûrement on ne va pas avoir la paix parce qu'aucun groupe, aucun côté belligérant n'est pas prêt même pour parler, donc aucune paix n'est pas possible. Donc même quand Bachar el-Assad maintenant a donné, on va dire, les clés de ses armes chimiques aux Occidentaux, ça ne change rien à votre avis là? Ça ne change rien, bien au contraire. En ayant fait ça, il est devenu un partenaire légitime. Maintenant, Kerry même a fait l'éloge d'Assad comme quelqu'un qui collabore avec la Commission internationale. Il est devenu un côté fréquentable à nouveau, avec lequel on parle. Et d'autant plus qu'on voit qu'en la Syrie, pour le moment, n'est aucun côté, et c'est la situation qui ne change depuis 2 années qui sont écoulées, qu'aucun côté n'est pas capable de remporter la victoire décisive sur l'autre. L'armée syrienne n'est pas capable d'écraser les rebelles ne peuvent pas combattre l'aviation syrienne et les armes lourdes syriennes. Alors on a vu que pour cette conférence de Genève, les Syriens, en tout cas Bachar el-Assad, ne veut pas de la présence des Occidentaux. Est-ce qu'à votre avis, ça veut dire qu'elle n'aura jamais lieu? Est-ce qu'on peut imaginer que cette conférence se tienne avec justement toutes les parties au conflit syrien sans les Occidentaux? C'est difficile, tout est possible, mais c'est difficile d'imaginer parce que ce sont les Occidentaux qui sont derrière qui agissent derrière les coulisses, qui organisent cette conférence. Sinon les Occidentaux qui a l'intérêt direct d'avoir cette conférence. Donc on peut imaginer que ça aussi, c'est une condition inacceptable posée par Bachar el-Assad, peut-être pour torpiller dans peut-être, on peut imaginer une conférence où peut-être même il y aura une sorte d'opposition, mais une opposition qui n'a aucun rôle comme Borhan Ralioun de France, qui est opposition, mais qui n'a aucune influence sur le terrain. Alors, autre élément important dans ce conflit syrien, c'est les frappes militaires supposées d'Israël, puisqu'Israël n'a pas confirmé, mais les Américains l'ont fait. Ça aussi, c'est un élément quand même assez nouveau, c'est que les Américains maintenant sont plus peut-être des alliés très sûrs pour les Israéliens, qui n'étaient pas contents que cette frappe ait été confirmée. Ça vous étonne, ça? Oui, c'est la deuxième ou la troisième fois que les Américains le font, et vraiment, c'est difficile d'imaginer quel est le but de cette manœuvre? De cette manœuvre. Est-ce que c'est pour empêcher, vous pensez, Israël de faire ce genre de frappe là en Syrie? Peut-être oui, mais c'est vraiment difficile d'imaginer quelle est la raison. Peut-être pour que Assad ne pense pas que les Américains sont d'une façon ou une autre sont compliqués, sont la main
et on agit en commun avec Israël pour disperser toutes leurs craintes, peut-être, mais ce n'est qu'une spéculation parce que c'est vraiment dans ces cas-là, c'est très difficile de deviner quel est le motif des Américains. Bon, et en quelques secondes, le Hezbollah, à votre avis, continue d'essayer de ramener des armes vers le Liban? Ça aussi, Israël a raison Oui, ça continue. Sinon, quand même, toute cette opération pour Israël, c'est quand même dangereux. Donc, quand on prend décision d'effectuer une telle opération, c'est parce qu'elle a des raisons. Vraiment, les missiles de ces missiles chez Hezbollah, ça devient plus dangereux pour Israël. Merci beaucoup, Alexandre Greenberg. Je rappelle donc que vous êtes chercheur au centre multidisciplinaire d'Herzliya, donc en Israël, spécialiste du monde arabe et de l'Iran. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct. Passez une très bonne soirée sur i24 News. Un nouveau journal revient dans un instant avec Sarah Gaudron. À bientôt.